Bienvenue sur Ensemble, le podcast de témoignages de couple sans filtre. On parle souvent du début des relations, mais moi, je vais écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors avec Ensemble, on plonge dans l'intimité d'amoureux qui nous racontent leur histoire à deux voix. Ils partagent avec nous les hauts et les bas de leur relation, les clés qui les ont aidés à durer et les leçons tirées de leur vie à deux. Ici, pas de couple goal, pas de recette magique, juste des récits vrais, inspirants et déculpabilisants. Alors rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, je reçois Tatiana et Fred. Ils vont nous livrer un témoignage bouleversant sur leur vie de couple, traversée par la maladie. En 2023, Fred apprend qu'il est atteint d'un cancer très grave. Du jour au lendemain, tout bascule. Il entre dans un parcours médical intensif et Tatiana, sa femme, devient son aidante. En France, on compte près de 11 millions d'aidants. Environ 4 millions sont des conjoints ou conjointes d'une personne malade ou en situation de handicap. Derrière ces chiffres, il y a des histoires, et celle de Tatiana et Fred en fait partie. Il y a 20 ans, Tatiana et Fred se sont promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Et ils ont tenu cet engagement. Dans cet épisode, ils nous racontent leur chemin, celui d'un couple qui choisit de continuer à aimer, à parler, à rire, à profiter de la vie malgré les traitements, la fatigue et la peur. Un couple qui, comme ils disent, apporte de la vie à la vie. Les rencontrer m'a profondément marquée et j'espère que cet épisode vous touchera autant que moi. Un petit mot avant de commencer, nous allons parler de maladie et de mort. Je vous invite donc à écouter cet épisode dans les meilleures conditions possibles pour vous. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Émilie. Bonjour Tatiana. Salut. Merci de me recevoir chez vous près de Nancy aujourd'hui. Merci de me recevoir et de parler de ce sujet hyper important, qui est le sujet de la maladie. Avant de commencer à parler de tout ça, je veux bien que vous vous présentiez tous les deux. Alors moi je m'appelle Tatiana, je vais avoir 38 ans et je suis infirmière en psychiatrie. On est mariés depuis un petit moment déjà et on est en couple depuis 21 ans. Et quand on s'est rencontrés, moi j'allais avoir 18 ans. Ok. Et lui, il en avait un peu plus parce qu'on a 11 ans d'écart. Et donc toi Fred, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'ai démarré en tant qu'enseignant, donc je suis resté 20 ans dans l'éducation nationale pour ensuite quitter l'éducation nationale parce que j'avais une double casquette qui était le développement informatique. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis développeur informatique. Là, je suis dans une grosse entreprise sur Paris. Comme me disait Tatiana, on s'est présenté, moi j'ai 48 ans. Est-ce que je peux dire Et vous avez 2 filles ? On a 2 filles, oui. On en a une de 11 ans et une de 16 ans. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés parce qu'on a une passion commune, c'est le tennis. Ok. Du coup, on s'est rencontrés lors d'un tournoi de tennis. Ouais. Donc lui, il était en finale, il faisait sa compétition et puis moi, je passais la journée avec mes parents. On fréquentait le même club depuis longtemps, on s'était jamais trop parlé, enfin on se connaissait de vue quoi. Et en fait, Fred, l'après-midi là, on s'est mis à papoter, et puis on est tombé amoureux, et puis on s'est plus jamais quittés. C'est allé très rapidement. Ouais, super rapidement. Toi, tu en étais où, Fred, à cette époque-là de ta vie ? Bonne question. J'ai plus trop de souvenirs de ça. Par contre, effectivement, je pense que tous les deux, on était très à l'écoute l'un de l'autre, et donc je pense que c'est ça qui a fait que ça a matché entre nous. Tu avais 29 ans du coup ? Si vous avez 11 ans d'écart, ouais. Et donc, ça a posé un sujet, ces 11 ans d'écart à un moment donné ? Ouais, ça a posé un sujet pour nos 2 familles. Les familles plutôt, pas forcément pour vous. Non, nous, c'était pas un problème. Au début, mes parents connaissaient Fred, du coup. Ils avaient peur, forcément. Puis, j'étais quand même ado. Je pense que pour eux, c'était difficile de me laisser un petit peu voler de mes propres ailes et puis de me faire confiance. Après, c'est passé. Il y a eu une discussion avec mes parents et après, c'est passé. Puis, ils ont vu que c'était sincère entre nous et qu'on s'apportait mutuellement ce qui nous manquait à chacun. Qu'est-ce qui vous avait plu chez l'un et chez l'autre à l'époque ? Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes tombés amoureux aussi rapidement ? Alors moi déjà, c'est sa maturité. J'ai trouvé beaucoup plus mature que d'autres femmes qui avaient 27-28 ans, où je m'y retrouvais pas. Elle était attentionnée, on voyait qu'elle était à l'écoute. Elle avait une certaine empathie. Dans les moments-là, tu travaillais pas encore. Donc du coup, elle avait déjà cette
cette âme de, entre guillemets, d'aidante. Voilà, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. On a réussi à se trouver l'un envers l'autre beaucoup de points communs. Et aussi, je pense que là où on n'avait pas des points communs, ça nous attirait aussi. Et puis voilà quoi. C'était quoi là où vous aviez pas de points communs justement? Les petits trucs qui pouvaient plus agacer ou moi c'est la patience, elle c'est plus speed. Ouais. Moi je suis posé, elle est très impulsive. Ouais. Je me suis calmée. Oui, beaucoup calmée. Peut-être grâce à moi d'ailleurs. Tiens. Ouais. Est-ce que toi tu es devenu plus speed grâce à elle? Non. Non. Par contre, quand je l'ai rencontré, il était très introverti. Et ça, c'était difficile pour moi parce que moi, je suis très solaire. Je suis toujours quand même beaucoup plus introverti que toi. Ça, c'est sûr. Mais je pense que moi, ce que je lui ai apporté, c'est ça. J'ai mis de la vie dans sa vie. C'est ça. Beaucoup de vie dans sa vie. Et alors, quand est-ce que ça devient sérieux? Donc, j'ai compris très vite, mais peut-être un engagement, on habite ensemble, ça n'a pas duré longtemps. 6 mois. 6 mois, oui, vraiment. 6 mois après, donc moi je suis en terminale. Enfin, après ton bac quand même? Non. Ah oui, pendant ta terminale. J'ai même préparé son bac de maths. Je l'ai aidé à préparer son bac de maths. Il m'a aidé pour mon bac et tout. Donc, Ah oui, tu m'étonnes que tes parents, ils devaient pas être hyper... après, là, à ce moment-là, ça allait. Je savais que c'était le bon et je savais qu'on avait quelque chose à vivre tous les deux. Et l'avenir, finalement... nous a prouvé à tous les deux que c'était vrai, que c'était ça. 2 ans et demi après, on a eu... 3 ans après, du coup, on a décidé de faire un enfant. Donc, tu étais toute jeune, tu avais quoi? J'avais 20 ans. 20 ans. J'avais 20 ans. Et alors, c'était comment ces premières années, tous les deux, puis tous les trois? On s'est bien débrouillés. Non, on est en fait Tatiana, à part avoir l'avantage d'avoir une grande maturité, elle avait aussi elle était très débrouillarde, ce qui fait que elle percute très vite. Elle a eu tout de suite la bonne manière de gérer la grossesse, de gérer l'après-grossesse, s'occuper d'un bébé. Et puis on était bien entourés aussi. Il faut dire qu'on avait aussi les grands-parents, les arrière-grands-parents qui étaient là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Hein. Ouais. Et vous vous souvenez de moments alors puis après vous avez eu votre deuxième enfant du coup? 5 ans après? 5-6 ans après. Ouais. Et avec vos filles au début ou même dans la première partie de l'enfance, de moments particulièrement heureux ou justement d'épreuves un peu plus compliquées que vous aviez dû vivre déjà? Peut-être financièrement. Ouais, c'était plus difficile parce qu'au début, je travaillais pas. Du coup, mais en vrai, est-ce que c'était un problème? On se contente en fait de ce qu'on a. Là maintenant, on est très bien, mais avant, on avait moins et on n'était pas forcément malheureux parce que on n'a jamais été malheureux en fait. Parce qu'il y avait il y avait autre chose. Il y avait notre relation à nous qui était toujours plus forte. C'était différent. C'est une gestion différente de la vie, mais le fait est que on n'avait jamais été malheureux de notre vie. On se sentait bien. C'est peut-être aussi pour ça que ça a duré. Vous gardiez du coup ce sentiment du début, que vous pouviez vous confier l'un à l'autre, qu'il y avait toujours ça entre vous qui vous tenait, j'imagine? Ça a toujours été. Ça a toujours été ça. On a toujours eu beaucoup de communication. Après, quand j'ai rencontré Fred, la parole, c'était pas trop... il avait du mal à exprimer ses émotions et je dirais que, tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose que je t'ai apporté. Apprendre à exprimer ses émotions. Pendant ces années, même au début. Toutes ces années, et je pense que ça a été un travail assez important parce que je pense que dans un couple, même dans toute forme de relation, de toute façon, c'est important d'avoir de la communication, c'est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de pas rester sur des non-dits pour pouvoir avancer, et dans les couples, c'est la même chose. Et moi, j'ai fait un gros travail avec lui sur ça. Étant gamin, j'ai jamais eu vraiment vécu l'émotion avec mes parents ou avec mes grands-parents. Le fait de dire je t'aime à mes enfants, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pour pouvoir le dire parce que je trouve que c'était important pour eux de le savoir. Ça s'est fait dans la douceur justement,
apprentissage ou le fait de plus parler, ou il y a eu des moments peut-être plus de friction pour en arriver là? Ça a été difficile. Après, ça a été difficile parce que quelqu'un à qui on n'a jamais appris à exprimer ses émotions, lui demander de parler, lui demander de dire ce qui va pas. Au début, ça a été dur. Ça a été quelque chose de difficile. Mais ouais, ça c'est vraiment la plus belle chose, je dirais, que je lui ai apporté. Et j'en suis convaincue parce que là, dans la maladie, c'est important de discuter, c'est important de mettre des mots. Les silences aussi sont importants, évidemment, mais c'est important. Et donc, en 2023, toi, tu commences à avoir des symptômes que tu trouves bizarres, et puis, du coup, tu es diagnostiqué. En mars 2023, je sentais que j'avais beaucoup de fatigue. Je commençais à avoir des douleurs au ventre après manger. Régulièrement. Mais quand je dis régulièrement, c'était tous les jours. Et puis, en fait, ces douleurs au ventre, elles étaient tellement intenses qu'elles m'empêchaient même de manger. Donc, j'ai été voir le médecin, qui au début pensait que c'était du stress. Voilà, j'ai eu les médicaments standards pour essayer de calmer les douleurs au ventre, mais ça ne passait pas. Et j'allais à peu près chez le médecin une fois, voire même des fois, deux fois, 3 fois par semaine. Vous étiez stressé, vous aviez peur? Non, j'avais pas du tout de stress Non, pas en tant que cause potentielle de ta maladie, mais ou de tes symptômes, mais plutôt est-ce que tu avais peur que ce soit quelque chose de grave? Comment vous gériez ça tous les deux? Au fond de moi. Tu le savais? Oui, je le savais parce que j'avais perdu beaucoup de poids et que j'avais, on va dire, dans la médecine, quand on commence à perdre du poids, c'est qu'il y a quelque chose, en règle générale, de plus grave que les standards. Il y avait d'autres symptômes aussi. Après, ça a été dur pour notre couple. Ouais. Ça a été difficile le moment-là, je dirais, parce que en plus, moi, je suis infirmière, donc j'ai des connaissances médicales. Et ça a été difficile parce que il sortait de ces rendez-vous où on lui disait, et je l'accompagnais à chaque fois, tu vois, donc j'entendais aussi les médecins dire non, il y a rien à l'écho, il y a rien à la prise de sang, il y a rien. Et au final, au bout de 4 mois, tu vois, moi je le voyais mourir à petit feu chez nous, je savais qu'il y avait quelque chose, et c'était horrible parce que on était dans une errance médicale terrible, et moi en tant qu'infirmière, je savais qu'il avait un cancer. Et on trouvait personne pour nous écouter. Toi, tu étais persuadée que c'était un cancer? Ah oui, moi je le savais. Moi, dès mars 2023, j'ai arrêté le tennis, alors que ça faisait 40 ans que j'en faisais. J'ai arrêté le tennis du jour au lendemain. Tellement tu avais mal. Ouais. Et tu as arrêté de travailler aussi? Non. Alors non, j'ai continué à travailler. Okay. Ouais. Jusqu'au jour où il a pu réussir à un moment donné, je pouvais plus parce que j'étais sur mon canapé allongé et en train de me plier en deux pour essayer de calmer la douleur, quoi, en fait, essayer de trouver une position qui me permettait de me soulager un peu. Quand tu dis que c'était difficile pour votre couple, c'est quoi? C'est que toi, tu savais au fond de toi et tu osais pas le dire à Fred? Non, c'était difficile. Alors au début, quand il a commencé à faire des consultations... Moi, je le disais déjà que j'avais un cancer. Ouais. Ah, toi aussi, tu en étais sûre? Ah oui, j'en étais sûre, moi. Moi, au début, j'en étais pas... Au début, je me disais, il est stressé, il a une charge de travail intense. Et du coup, ça provoquait des conflits entre nous parce que je lui disais, mais regarde, ton bilan sanguin est bon... tu sais, le stress, ça peut jouer, on somatise beaucoup, mais ça veut pas dire que t'as pas mal, ça veut pas dire que c'est pas grave. J'entends que ça va pas et qu'il y a quelque chose. Et lui, en fait, il était tellement débordé par sa douleur qu'il pouvait pas entendre que je lui dise ça. Et en plus, j'allais dans le sens des médecins et du coup, c'était difficile ça entre nous. Tu étais limite dans le camp du corps médical, c'est ça, mais pas du côté de ton mari. Et du coup, toi, tu pouvais mal le vivre. Qu'est-ce que tu ressentais? Non, je le vivais pas mal, mais moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, à partir du moment où on me donne des médicaments et que ça me soigne pas, c'est que faut arrêter les médicaments. Il faut essayer d'aller plus loin dans la recherche et essayer de trouver quel est le problème. Le problème, c'est que quand il recherchait un petit peu, en fait, il trouvait rien. Au bout de quelques mois, j'étais obligé de laisser tomber, de vivre avec cette douleur. C'est en septembre 2023 qu'il y a eu le déclic. Donc de mars à septembre, vous avez vécu une errance, mais c'est beaucoup plus de 4 mois alors. C'était une errance médicale avec, je peux pas te dire le nombre de consultations, de passages aux urgences, d'appels du 15 en pleine nuit parce qu'il était tordu de douleur et je sentais une masse dans son ventre que je pouvais attraper avec ma main et on me disait au téléphone que
que c'était rien, qu'il était déjà passé aux urgences. Et en fait, moi, au bout de 2 mois, j'ai su que là, non, on était... Oui, là, donc j'ai t'es passé entamé le plus combat. dans son camp. Ah là, au bout de 2 Ouais. mois, j'ai vu que là, c'était plus possible. Il avait perdu 15 kilos, il dormait plus des nuits, et il était blanc, et il s'est mis à faire des siestes. Il ne fait jamais de sieste. Il y a la peur qui arrive à ce moment-là, du coup? Alors, la peur, et au vu du système de santé en France, je me disais que c'était vraiment pas le moment de tomber malade. On n'était pas longtemps après le Covid. Les situations au service sont catastrophiques. Que toi, tu côtoyais tous les jours, moi, en je plus. côtoie. Et Mon boulot était récent, en plus. ouais, son travail, il venait de commencer un nouveau travail. Et là, j'ai commencé à entamer un combat contre le corps médical. Et j'étais dans la colère de me dire que je sers moi-même le système de santé, je soigne, j'accompagne, je donne de ma personne. Et en fait, personne n'est capable de faire la même chose pour mon mari. Personne n'est capable au moins d'écouter ce qu'on a à dire. C'est ça, c'est l'écoute. En fait, c'était l'écoute. Et ça a été... C'est le mot-clé, ça. Ça a été le début Chez les de mon médecins. combat pour moi, ouais. Et là, il y a un soir en fait en septembre où il allait mourir chez nous. Il allait mourir. Son état, c'était vraiment terrible. Et du coup, je lui ai dit, demain, je vais essayer de trouver un service d'urgence qu'on n'a pas encore fait. Donc, j'ai trouvé un service d'urgence. Et alors, là... explique peut-être que au départ, en septembre, on a été dans un service d'urgence. Ils ont fait un scanner. Ouais. Et ils ont dit que c'était une gastroentérite. Ah oui, ça faisait 4 mois. Donc toi, t'étais remontée. Moi, j'étais remontée. Là, moi aussi. Et toi aussi. À un moment, quand j'ai vu le médecin, je lui ai dit, moi, je connais pas de gastroentérite qui dure 7 mois. Excusez-moi, mais là, vous m'en apprenez une bonne. Hein. Et cette colère, entre vous, C'était une force. C'est-à-dire que... Là, je le soutenais. Et sachant que fin septembre, en fait, il était dans un tel mal-être, début septembre, pardon. Et en fait, il m'a dit, je vais mourir. Un soir, on était tous les deux dans le lit, il m'a dit, tu sais, j'ai un cancer, je vais mourir. Je lui ai répondu, je sais que tu as un cancer, mais tu ne vas pas mourir parce que je vais faire tout ce que je peux, tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider et on va trouver une solution. Et là, le lendemain, je lui ai dit, demain, je t'emmène dans les urgences que je connaissais, qu'on n'avait pas encore fait. Et là, on est arrivé aux urgences et enfin, on nous a écoutés. Et ça a été l'aberration totale. On a eu des excuses du médecin. Le médecin qui nous a pris en charge a été plus que efficace. On a eu de la chance. Après, je pense qu'on méritait cette chance. Et je sais que si le jour-là, personne ne l'avait pris en charge correctement, il serait plus là. On ne pourrait pas avoir cette discussion à l'heure actuelle. Il serait plus là. Le diagnostic, il arrive après? 1 heure après. 1 heure après. Là, il repasse parce que j'ai été, en fait, c'est par l'échographie qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau, proche de l'intestin grêle. Okay. Et donc, il m'a dit, le médecin, très clairement, vous allez au scan d'urgence. Et il était juste à côté, le scanner, donc ils m'ont pris d'urgence et c'est là que le radiologue m'a annoncé. Il a appelé ma femme et donc il nous a annoncé le verdict. Donc c'était un lymphome. Il savait pas de quel type de lymphome c'était. Et puis du coup, on m'a pris d'urgence dans un hôpital. On m'a fait d'urgence la chimiothérapie pour injecter. Et pendant ce temps-là, j'avais ma tumeur qui a été envoyée à l'autre bout de la France pour analyse et pour savoir exactement quel était le type de lymphome que j'avais. Après ça a été, si tu veux, ça a marqué la fin de notre histoire. L'annonce de ce cancer, pour moi, ça a été une fracture. Une fracture de notre vie. Je peux pas te le décrire autrement. Quand tu dis la fin de votre histoire, c'est la fin de quelle histoire? La fin de notre vie de famille, la fin de l'insouciance. De la routine, en fait, de la routine insouciante. Vous voyez pas la suite. Tu vois pas la suite et en fait, quand on t'annonce ça, moi, le radiologue m'a fait venir, donc j'ai compris que c'était grave parce que Fred a été collé au mur et il a jamais posé un seul regard sur moi. Et là, le radiologue m'a demandé de m'asseoir, donc là, j'ai compris que c'était très grave. Et il m'a annoncé qu'il y avait une tumeur sur l'intestin grêle, qu'il y en avait peut-être ailleurs, que c'était sûrement un lymphome. Et il m'a dit, c'est très, très, très grave, madame. Et là, tu peux plus te projeter, tu vois. Moi, je me suis écroulée. Est-ce que vous étiez surpris? C'était un choc, mais vous étiez préparé à cette nouvelle? Oui, comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là? J'ai pas eu de réaction. Ouais. J'ai eu aucune réaction.
Par contre, toi, je sais que... Moi, c'était hyper violent. Je pense que pris pour deux. Au niveau émotivité, moi, j'ai surtout pensé beaucoup à ma femme et mes enfants. Bien sûr. J'étais assez fermé. Alors l'émotivité, elle se déclare pour chacun de manière différente. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà dans le combat, en fait. Je me disais que ça servait à rien de pleurer, que maintenant, il fallait se battre, quoi. Toi, c'était plus... Moi, c'était réactionnel. C'était réactionnel parce que moi, j'avais une grosse différence avec Fred, c'est-à-dire que moi, je connais le parcours. Même si je l'avais jamais vécu de l'intérieur, j'ai déjà accompagné des patients et j'ai travaillé en soins palliatifs aussi pendant plusieurs années. Je connaissais le parcours médical, ce que ça engendrait, les conséquences, la mort à la fin, parce que quand on commence un parcours médical comme ça, on sait que la mort, elle est pas loin. Et en même temps, donc, je savais qu'il était malade, je savais qu'il y avait un cancer. Et d'ailleurs, j'avais appelé, quand il était au scanner, j'avais appelé une de mes amies et je lui ai dit, je suis sûre que c'est un lymphome. Parce que j'ai analysé un peu tous les symptômes et j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, c'est un lymphome. J'en suis sûre, c'est un lymphome. Et quand il m'a annoncé que c'était un lymphome, là, j'ai eu les jambes coupées, je me suis limite évanouie dans la cabine. Oui, parce qu'il y a une différence entre avoir un pressentiment et se dire je suis sûre que c'est un cancer et puis qu'on te le dise vraiment. Tu l'entends là, de la part de quelqu'un. Tu l'entends. Et tu comprends, tu vois, parce que même si c'est un peu comme là maintenant, tu vois, il est malade, mais on garde espoir. Si tu perds l'espoir, bien sûr, ça s'arrête. Donc, même si on savait qu'il était malade, au fond de toi, t'as toujours une petite lumière qui te dit mais peut-être que c'est pas ça. Entre vous, c'était quand vous rentrez chez vous, enfin, comment ça se passe? Tu te rappelles? Moi, je me rappelle de chaque détail. Moi, j'ai un petit peu de mal. Peut-être que c'est comme ça que moi j'ai réagi au niveau émotif. Je pense que j'ai un petit peu zappé tout ce qui était après l'annonce, en fait, de blackout. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai tellement attendu le moment où on m'annonce ce que j'avais et qu'on puisse enfin régler ce problème. Que quand je l'ai su, quand j'ai su que j'avais ce cancer, j'étais soulagé. Je suis pas là en train de me battre encore à rechercher qu'est-ce que j'ai, aller revoir encore les hôpitaux, aller encore de nouveau aux urgences, revomir encore, parce que j'avais des douleurs qui étaient tellement intenses que je pouvais plus rien manger, et le fait qu'on m'ait dit ça, mais ça, j'étais détendu en fait. C'était même pas, je pensais même pas aux conséquences derrière. C'était le fait qu'on sache enfin. Et entre vous? Beaucoup de soutien moral. Puis même quand je te parlais de la fracture, c'est exactement, c'était une fracture, mais pas dans le sens où ça allait nous séparer, c'était dans le sens où, à un moment donné de notre vie, on a dû être confronté du coup à un événement grave, traumatique aussi, parce que ça induit un traumatisme derrière, forcément. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et le fait qu'on soit un couple assez soudé, communicant, ça a été un atout parce que on s'est dit, là, on doit se battre maintenant. C'est grave, lui, c'est grave. Donc moi, je fonctionne, je m'écroule. Ça peut durer plusieurs jours où je pleure sans m'arrêter pendant des jours. Ensuite, je me reprends et après, c'est terminé. Et après, c'est terminé. Et après, t'es en mode guerrière. Après, je suis en mode attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été une discussion du coup entre vous, peut-être pas le soir même, mais le soir même. On a eu une grosse discussion le soir même où on s'est mis tous les deux au lit et puis on s'est demandé comment on allait faire avec les filles. On n'a pas dit aux filles tout de suite ce qu'il en était, comment on allait leur annoncer. Il était hospitalisé le lendemain et je savais qu'il allait pas revenir maintenant. Donc moi, je devais gérer le quotidien, gérer la souffrance des enfants, gérer ma propre souffrance, gérer la souffrance de Fred. Ça, c'était dur pour moi parce que du coup, là, c'est moi... je pense que l'aidant, il a intérêt à être solide, quoi. Il a intérêt à être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, à savoir où il veut aller. Parce que ça veut pas dire qu'on doit toujours être comme ça. Hein. On a le droit d'avoir des failles, on a le droit de vivre des choses difficiles. Hein. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est tellement difficile la position d'aidante avec des enfants, de tout porter en fait, tout porter quotidiennement et en s'oubliant soi-même parce que finalement la priorité c'était pas mes émotions, la priorité c'était mes enfants et mon mari, c'était pas moi.
C'est ça qui est difficile surtout. Parce que là, du coup, une nouvelle routine se met en place assez vite ou c'est progressif? Ah non, très très vite. Très vite. C'était très très vite. Franchement, les médecins qui m'ont annoncé ça. Après, j'ai eu un hémato qui tout de suite a réagi très très vite, qui était très compétent et qui justement était dans la recherche, téléphonait à droite à gauche en France pour savoir quels étaient avec lui les meilleurs moyens de me soigner, parce que j'avais un lymphome assez spécifique. Il a un lymphome T qui est rare. C'est l'hémato qui le suit. Il en a vu 2 en 25 ans. En gros, il y a un cas par an en France et encore. C'est d'autant plus difficile d'apprendre ça parce que... Il n'y a pas beaucoup de statistiques. Et les statistiques qu'il y a ne sont pas bonnes du tout. Donc ça, c'est pareil. Moi, je suis plus à me dire, Fred, lui, c'est un matheux. Donc lui, il a besoin de statistiques. Il a besoin de ça pour avancer. Et moi, les stats, je m'en fous. T'es dans l'espoir. Moi, je suis dans l'espoir et je suis pas que dans ça. Je suis dans que chaque patient est différent, chaque maladie est différente et les stats, il faut la faire. Faut qu'elle soit pour nous. Faut faire vriller la stat, quoi. En fait, ça sera nous. Et puis la statistique de décès, ça sera pas pour nous, en fait, parce que je peux pas penser autrement. Et justement, cette différence de peut-être de schéma de pensée, est-ce que, quelquefois c'est un peu embêtant, c'est conflictuel. Ouais. Ça amène des conflits. Ouais. En fait, oui et non, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de stats, oui, je peux pas trop réfléchir sur ce sujet-là. On ne gère pas les choses de la même façon, qu'on voit pas les choses de la même façon. Est-ce que ça peut être compliqué entre nous? Oui. Oui. Quand toi tu réfléchis peut-être avec pas le cœur, mais un peu les tripes, et toi plus avec ta tête, ça peut peut-être être un peu déstabilisant quelquefois. Oui, parce que en fait, peut-être que moi j'avais moins d'espoir et peut-être que dans les moments-là, elle en avait beaucoup plus, ce qui m'a permis aussi moi, de mon côté, de me battre aussi et de pouvoir justement lutter contre la maladie. J'avais aussi l'hémato qui me renseignait beaucoup avec des chiffres. Justement, est-ce que moi j'avais besoin et qui me disait les cellules elles s'éliminent bien, la chimio elle fonctionne bien, et donc du coup moi ça me rassurait, et puis de l'autre côté j'avais le soutien de ma famille. Parce que donc la nouvelle routine c'est quoi? C'est vous m'aviez dit qu'il y avait des chimios une fois tous les 15 jours, c'était déjà le cas à l'époque? Pour ce cas-là, à peu près. pour là actuellement, oui. Ouais, la dernière fois aussi, c'était 15 jours, 3 semaines. Par intermittence, tu es toute seule avec les filles à la maison. Toute seule avec les filles. Et donc, vous allez le voir à l'hôpital, comment ça se passe? Alors, pour le premier cancer, du coup, oui, on allait le voir. Il y avait des moments, on lui faisait des petites surprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première prise de chimio, je n'avais déjà plus de douleur au ventre. D'accord. Donc on pouvait revivre aussi autrement quand il était à la maison. Et par contre, pour son premier cancer, du coup celui qu'on est en train de discuter, il y avait des moments d'aplasie, c'est-à-dire qu'il avait plus de défense immunitaire. Donc ça a été dur parce que là, il a fallu qu'on se soude tous les 4 et on a vécu finalement tous les 4 reclus dans la maison pendant presque 8 mois où on ne sortait plus, ou alors on allait faire des balades en forêt, mais tous les 4. Puis personne ne venait à la maison, sauf les infirmières libérales. Parce qu'il y avait des risques. Il y avait des risques pour lui. Il n'avait pas assez de défense immunitaire et lui, une grippe, ça le pouvait le tuer. Rhume. Ouais, voilà. Okay. Donc, il a fallu aussi qu'on apprenne à vivre comme ça, sachant qu'on sortait beaucoup, on partait beaucoup en vacances, on reçoit normalement beaucoup de monde à la maison souvent. Et là, il a fallu du coup changer cette routine de vie. Ça a pas été évident. Mais on a mis en place du coup des soirées cinéma à la maison. On se faisait livrer des repas, puis on se disait que c'était notre petit resto en famille, parce qu'on pouvait plus aller au restaurant. Donc, toi, tu es passée très vite dans un rôle d'aidante que tu avais en plus pratiqué par ton métier. C'est ça. Qu'est-ce que ça vient bouger dans votre couple, ça? Moi, du coup, en plus, là, j'étais en 3e année d'école d'infirmière. Oui. Donc, moi, je voyais la charge de travail avec mes stages, les partiels et mon mémoire à faire. Et je me disais, catastrophe, comment je vais gérer tout ça? Au final, j'ai demandé un aménagement d'études, donc ce qui m'a beaucoup aidée. Donc l'école d'infirmière, et puis j'ai été accompagnée par ma référente pédagogique qui a été plus que formidable avec moi. Enfin, franchement,
Même tous les cadres qui nous faisaient cours, ils ont été touchés, je pense, par notre situation familiale et ils ont tout fait pour m'aider aussi dans le sein de l'école. Et du coup, plus toi intérieurement, peut-être que c'est même pas une pensée en fait, c'est automatique, mais en de dire bon bah là je prends un nouveau rôle et il faut que je l'assume. Du coup, c'est en ça que je te disais ça pour ça, c'est que on m'a permis aussi de prendre ce nouveau rôle, parce que si on ne m'avait pas aidée, si on ne m'avait pas donné aussi le rôle d'aidante et permis d'être aidante, j'aurais pas pu le prendre entièrement. Et c'est important aussi de faire appel à des associations, c'est important de demander de l'aide parce qu'il existe énormément de choses pour les aidants. Mais on va pas forcément t'en parler. À l'hôpital, on n'en a pas forcément parlé. C'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est que c'est à nous d'aller à la pêche aux infos, d'aller à la pêche aux aides, et ça c'est difficile. Mais moi j'ai pris mon rôle d'aidante comme quelque chose de normal. Souvent autour de moi on me disait t'es courageuse, et j'acceptais pas du tout qu'on me dise t'es courageuse, parce que pour moi c'était pas du courage, c'était normal parce que je l'aime, parce qu'il a toujours été là pour moi et que on traverse une crise, on est en couple, on a des enfants, et je me voyais pas, et encore à l'heure actuelle en fait, on a 2 enfants et la vie de couple, tu l'entends autour de toi, c'est pas facile, il y a beaucoup de séparations, et tu te dis les bases, finalement, comment ils font pour que leur couple tienne. Et en fait ça en fait partie aussi, c'est pour le bonheur comme dans la maladie. Et je voulais pas montrer à mes enfants en fait que tu traverses quelque chose de difficile, t'abandonnes ou tu t'en vas. Parce qu'il faut savoir que dans les aidants, il y en a qui s'en vont. On peut pas leur en vouloir parce que ça va au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. C'est pas un jugement quand je dis ça, mais il y en a aussi qui s'en vont. Et moi, c'était important surtout de montrer à mes enfants que ça va être difficile. Hein. Ouais, ça va être très difficile. On va vivre quelque chose d'horrible, avec des moments horribles. Mais on doit pas abandonner. On doit rien lâcher. Ouais, c'était ça. Est-ce qu'il y a des moments qui étaient peut-être plus durs? Alors, pour le premier cancer, non. J'étais tête dans le guidon. Franchement, je sais, à l'heure actuelle, je me dis que c'est même pas humain d'avoir été et d'avoir mené les choses comme je les ai menées. Je sais pas comment j'ai fait, je peux pas te dire. Je sais pas quelle force m'a habité à ce moment-là, mais peut-être l'amour, je sais pas. Mais par contre, là, à l'heure actuelle, là, avec sa rechute, on le vit pas de la même façon. Non, parce qu'on l'a déjà vécu en fait, et qu'on se dit, et qu'on sait ce que c'est que et on sait ce qui nous attend en fait. Sauf que là, on a dû avoir une conversation qui a été terrible. Et ça, dans la vie de couple, quand t'as 37 ans, que t'as 2 enfants qui sont encore petits, il y a un soir, en fait, on a eu une discussion parce qu'il allait vraiment mal au début, là, il y a quelques mois, et on nous a dit que c'était vraiment pas bon. Donc, il a une méningite carcinomateuse, là, et donc c'est un cancer des méninges. Donc, le taux de survie est très, très faible. Et on a rencontré un médecin des soins palliatifs qui nous a... Je sais pas s'il nous a fait du bien ou du mal, j'en sais rien, je peux pas dire, mais en tout cas, la seule chose, c'est que ça en a... Moralement, ça nous a pas fait trop de bien. Non. Mais en fait, quand on est rentré d'une hospitalisation, on a eu une conversation que je ne voulais pas avoir et que Fred voulait avoir. Donc, sur la fin, et je voyais bien que ça lui tenait à cœur et il a voulu qu'on mette les choses à plat. Et là, j'ai dû moi mettre mes émotions de côté, même si je sais que la mort va arriver. Je sais pas quand, mais elle va arriver. Et j'avais pas envie là, à ce moment-là, d'avoir cette conversation, mais j'ai compris il en avait besoin et qu'on devait donc avoir cette conversation, même si c'était difficile. Et du coup, on a parlé de son enterrement, on a géré son enterrement, on a dû rentrer dans les détails. Donner les conditions aussi de réanimation. On a fait les directives anticipées. Voilà. Et puis on a dû donc le soir-là, on a parlé de son enterrement pendant plus de 2 heures, et donc de la fin. Et on s'est pas fait de promesses. Il m'a juste demandé de continuer à garder le cap, quoi. Et à fonctionner toujours avec les mêmes... le même dynamisme.
Toi qui avais apporté tant de vie, tu avais dit ça au début de la vie à la vie, de continuer encore à faire ça. Ça a été vraiment un moment difficile parce que quand t'es en couple, tu sais, tu te projettes dans l'avenir, dans des projets. Oh bah quand on sera en retraite, on partira là, on ira dans tel pays. Et nous, on sait que on le vivra pas, ça. Ça, c'est difficile. Après, on garde espoir, tu vois. Mais on sait qu'avec une maladie comme il a, on n'a pas 10 ans devant nous. Ça, c'est sûr. On n'aura pas 10 ans devant nous. À moins qu'il soit un miraculé. Ça peut le faire, hein, on sait jamais, mais on n'aura pas 10 ans devant nous. Donc ça a été un moment très difficile pour nous il y a quelques mois. Et de dire aux enfants que là, papa, il va encore se battre, mais on va continuer à faire tout ce qu'on a fait et on va surtout continuer à vivre comme on vivait, c'est-à-dire vous allez aller à l'école, même si c'est dur, même si vous êtes angoissés, parce que les petites sont très très anxieuses. Il faut qu'on continue à avancer parce que sinon on va tous craquer. Et c'est pas le but parce que c'est déjà assez difficile et il faut qu'on continue à rire parce qu'on rit beaucoup aussi. Malgré tout, on rit beaucoup. Ouais. On a beaucoup d'humour et c'est ce qui on a appris l'humour noir aussi. Est-ce que tu peux nous en parler de l'humour noir? Ça, c'est plutôt moi qui l'ai mis en place parce que je pense que, au départ, quand on est malade comme ça, les gens n'osent pas avoir d'humour noir, donc c'est plutôt celui qui est malade qui l'instaure, quoi. Je rigolais de mon cancer, je m'en servais, on va dire, entre guillemets, dans les moments où ça m'arrangeait. Des fois, je me disais, il y a le lave-vaisselle à ranger, je disais, j'ai un cancer, je peux pas. Voilà, ou je disais, je sais pas, à ma fille, on peut parler tous les deux. Elle me disait non, je lui dis profite, j'en ai peut-être plus pour longtemps. Mais voilà, je disais des trucs comme ça. Toi, tu le vivais comment, Tatiana? Ça me faisait rire. Ah, ça va? Ça me faisait rire et puis là, il est gentil dans ce qu'il te dit parce qu'il a été plus loin que ça. Vraiment. Et après, nos enfants, elles ont dû aussi apprendre à vivre avec cet humour. Mais je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Par contre, autour de nous, c'était au début, ça les faisait pas rire. Hein. Ils rigolaient pas. Oui, ils rigolaient pas. Ouais. Mais nous, c'était notre forme de moyen de se détendre aussi par rapport à la maladie. En fait, c'est se détacher. C'est une forme de détachement. Tu vois, l'humour, c'est ça. Hein. C'est on se détache des choses. Comme ça, on n'y met pas d'émotion. Et ça nous faisait du bien aussi d'en rire, quoi. Parce qu'en fait, c'est lourd, quoi. Tu vois, t'es tout le temps dans les hôpitaux, t'es tout le temps dans les examens. Et puis, on a fait beaucoup de vidéos drôles aussi. Ça a été... Oui, le fait que, voilà, tu maîtrises bien les réseaux sociaux, on va dire, fait que, voilà, je pense qu'il y a eu... Alors, il y a eu deux choses. Il y a eu le fait qu'on ait bien rigolé pendant qu'on ait fait des montages. Mais il y a aussi le fait que, je pense, ça aide beaucoup Tatiana aussi dans le rôle d'aidant, de faire ce genre de choses. Elle en a besoin. Oui, pardon, tu as créé un compte Instagram pour parler de ça. Ouais. Si tu veux en parler un peu. En fait, je raconte un peu notre histoire. Je filme mon quotidien d'aidante. Pas parce que j'ai envie de m'exposer, pas parce que j'ai envie qu'on me plaigne, mais parce qu'on est 11 millions en France à prendre soin d'un proche malade, qu'on n'existe pas, que s'il y avait pas les aidants, le système de santé en France s'écroulerait, parce qu'on est là pour accompagner, transporter les malades, on est psychologue, on est aide-soignant, on est infirmier. Moi, par exemple, je suis infirmière. Et si tu veux, je vais pas demander à quelqu'un de venir s'il faut l'aider à se laver ou faire des soins techniques, ça va être moi qui vais les faire, même si là, j'ai décidé de me détacher des soins pour rester sa femme, donc on fait appel aux infirmières, mais avant, c'est pas ce qu'on faisait forcément. Et du coup, les aidants, en fait, au quotidien, on est... je dis elles parce qu'on est plus de femmes aidantes que d'hommes. Il y en a aussi, hein, heureusement, mais on est plus de femmes. Et sans les aidants, en fait, la maladie, elle aurait pas la même couleur, je pense. Hein. Tu voulais aussi parler de la maladie. Tu voulais aussi parler de la maladie, de la greffe. Et du don de moelle osseuse. Et du don de moelle osseuse, voilà. On a évoqué beaucoup le don de moelle osseuse. Donc, on a créé aussi une autre page, ça s'appelle Un espoir pour Fred. Et là, c'est plus médical, c'est plus centré sur le don de moelle. Et parce que là, Fred, du coup, avec cette maladie-là, il a besoin d'une greffe de moelle.
On devait avoir un donneur et moi j'ai pas voulu attendre en fait. Comme d'habitude, j'ai foncé droit devant parce que c'est une chance sur 1 million de trouver un donneur, c'est-à-dire une aiguille dans une botte de foin. Et moi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire avancer les choses? Et c'était impossible pour moi de rester là à attendre qu'on me dise, peut-être qu'il y a un donneur, peut-être qu'il y en a pas. Enfin voilà. Du coup, donc j'ai lancé des campagnes d'information sur les réseaux. J'ai organisé une marche solidaire. Qu'est-ce que tu penses de ta femme qui fait tout ça? Heureusement qu'elle est là déjà, parce que c'est vrai que c'est déjà difficile de lutter contre la maladie. Une maladie qui en plus, quand même très compliqué, avec un final, on va dire, assez sombre, voilà. Mais c'est vrai que de lutter contre la maladie seule, je pense que c'est le pire qui puisse arriver, parce que c'est un petit peu une maladie qui se joue aussi beaucoup avec le mental, avec le moral, et que si vous êtes seul, souvent vous êtes plutôt dans un cadre de dépression, qui fait que ça vous aide pas à combattre la maladie. Qu'elle soit toujours présente, que ma femme soit présente pour moi, c'est un côté rassurant. Ça décharge aussi de beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est papier, tout ça, par rapport aux papiers médicaux, je parle. Je gère toujours les factures et tout ça. Mais les papiers médicaux, par contre, c'est des papiers qui sont des fois complexes à remplir, où elle a les notions que moi j'ai pas. Je gère l'intendance médicale, quoi. Tu vois, tout ce qui est traitement, ça c'est pareil, tu vois. Il faut toujours penser à tout vérifier. Et puis moi, j'ai les connaissances nécessaires. Et ça, moi, pour me rendre compte des erreurs. Je sais que si j'avais été tout seul, je suis pas sûr que j'aurais pu respecter toutes ces prescriptions, que j'aurais pu me soigner comme il aurait fallu que je me soigne, en respectant les prescriptions du médecin, etc., etc. J'en suis quasi persuadé. Tu me connais, tu sais comment je suis. Je pense que je me serais laissé aller tout doucement. Parce que ce qu'on n'a pas dit, du coup, c'est que, je pense qu'on l'a dit, il y a eu 2 cancers. Donc, en fait, il y a eu une période quand même de rémission qui a duré 1 an. Oui. C'est ça? C'est ça. Comment vous sentiez? Vous étiez heureux? C'était derrière vous? Ou vous aviez quand même un peu le stress de se dire ça peut revenir? Au début, moi, je me suis pas sentie bien parce que, quand est-ce qu'on vous l'annonce que, en fait, il sort de la greffe. Avril 2024. Ouais, il fait une greffe parce qu'il a eu une autogreffe, donc on a pris ses cellules pour lui réinjecter. Il sort de la greffe, donc il sort de 5 semaines en chambre stérile, donc de séparation aussi avec les enfants. Moi, j'allais le voir, mais j'étais la seule personne à pouvoir le voir. Il sort de la greffe, on nous dit qu'il y aura un PET scan dans 2 mois, qu'en attendant, il faut se reposer. Et là, il revient à la maison, il est dans un état de fatigue énorme. Donc, je continue à gérer tout le quotidien, à faire tout ce qu'il y a à faire. Et là, je me sens vide. Je me sens vide parce que on sort d'une tornade de consultations, de soins, de plein de choses où t'es quand même accompagnée si t'as des questions, si t'as un problème. Et là, tu te retrouves toute seule et on te dit, si ça va pas, vous appelez le 15, mais ça va aller, il va être fatigué, c'est normal. Et puis, c'est fini. Et là, tu comprends pas non plus ce qui est en train de se passer. Et d'un coup, tout ce que t'as vécu, s'arrête. C'est plus ton quotidien. Il faut réapprendre à avoir une vie de famille normale, en l'absence de soins médicaux. Et ça, c'était dur. Et surtout, moi, j'avais une peur bleue de la récidive, une trouille. J'étais terrorisée par ça. J'avais une épée de Damoclès. On le savait. Je le savais. Il vous l'avait dit que c'était probable. En fait, c'est un taux de récidive quand même qui est assez énorme, le lymphome T à la base. Mais alors, le mien, il était encore assez spécifique. Les mots de l'hémato, c'était quand il nous a appris le TEP scan était bon, qu'il y avait rien, donc il nous a dit en rémission, mais il nous a regardé droit dans les yeux, il nous a dit profitez, surtout profitez, parce que le risque de rechute est énorme. Et vous avez réussi à profiter? Oui, beaucoup. Oui. On n'a fait que de partir en vacances avec nos amis, avec nos familles. On n'a pas arrêté de sortir avec les enfants. Enfin, on a rattrapé en gros 1 an en quelques mois. Et surtout, ce qu'on a fait pour remercier aussi toutes nos familles. Et puis, je trouvais que c'était beau de faire ça. En fait, j'ai organisé un mariage surprise. Donc, on s'est remariés au mois de juillet avec nos familles, nos amis. Donc, j'ai invité 70 personnes et j'avais 15 jours pour préparer le mariage.
Et j'ai rien dit. Du coup, j'ai dit qu'on fêtait mon diplôme d'infirmière. J'ai mis l'excuse là. Je leur ai demandé de tous venir en vert parce que le vert, c'est la couleur de l'espoir. Et du coup, je leur ai juste demandé de tous venir en vert et de venir à 11h à la maison. Donc, il y en a qui râlaient, 11h, c'est un peu tôt, nanana. Et en fait, c'est ma cousine qui nous a remariés. On a fait un mariage champêtre derrière, avec une belle arche, des fleurs partout, à la Bridgerton, quoi, tu vois. Donc, on a organisé ça, tout ça derrière chez nous. On a réitéré nos vœux et j'ai trouvé que c'était le meilleur mariage. Là, ça voulait vraiment dire quelque chose. Avec tout ce qu'on avait traversé, tu vois, c'était, là, on sait ce qui nous attend dans la vie de couple et on sait pourquoi on se marie. On sait pourquoi on le fait. Voilà, on a fait pleurer beaucoup de personnes. J'ai beaucoup pleuré aussi. Mais ça a été important. Pour le meilleur et pour le pire dans la santé comme dans la maladie, vous l'aviez le premier vraiment mariage, vécu. on l'a fait vraiment, ça a été une très grande fête. Ouais. Ça a été un super beau mariage. Tout le monde en parle comme un mariage, enfin un des plus beaux mariages qu'ils aient vus. Et là, en fait, on a fait un mariage après maladie, ce qui veut dire que en fait, on a tout vécu. Au niveau du mariage, on a vécu le mariage festif et on a vécu le mariage après la maladie. On a refait, nos vœux. Et en fait, c'était juste, c'était pas des vœux, c'était en gros, je te fais les grandes lignes, mais c'était pour se remercier l'un l'autre de ce qu'on s'apportait et le fait qu'on se faisait grandir mutuellement, qu'on s'accompagnait dans nos projets et que peu importe l'issue, on la connaît tous, on sera tous séparés par la mort, mais on va dire plutôt l'échéance. On s'est dit qu'on avait encore beaucoup de choses à vivre et c'est ce qu'on fait encore là. Qu'est-ce que vous avez réussi à conserver ou ajouter pour toujours être quand même des amoureux, un couple dans cette bataille-là? Alors, les choses ont changé dans nos rapports parce qu'il y a des choses qu'on ne te parle pas non plus, mais tu vois, les rapports au corps sont différents dans le sens où la maladie, elle a des conséquences physiques. C'est dur pour la personne qui le vit, la personne malade, mais pour les dents aussi, c'est difficile de voir parce que quand là, tu vois, il a pas perdu ses cheveux, il a encore sa barbe, donc tu le vois comme il peut être, mais moi je l'ai vu dans son premier cancer où les changements corporels étaient assez énormes et avec les chimios, puis la perte de poids, et du coup ça m'est arrivé de dire c'est plus mon mari, c'est pas mon mari, je reconnais pas cette personne, je l'aime, je suis là, mais physiquement c'est plus mon mari, tu vois. Et il était vulnérable, il était fatigué, il était malade. Du coup, forcément, les choses, elles changent, tu vois. Et c'est des choses qui sont quand même difficiles. Mais nous, en fait, on a fait autrement. On a appris à se regarder différemment. Et ça s'est joué beaucoup dans le regard, je trouve. On se regarde plus pareil. L'humour aussi. Ouais, puis dans le regard, le toucher. Les câlins. Plus attentionnés. Pas de broutilles. Ouais. On se prend pas la tête. J'imagine que tout doit paraître insignifiant à côté. Ça. Tout paraît insignifiant, complètement. Qu'est-ce que ça vous a fait vous rendre compte sur vous, sur le couple, sur l'amour de manière générale, ou qu'est-ce que ça a peut-être amené dans votre vie, là, l'épreuve que vous êtes en train de vivre? Moi, c'est un peu ce que je t'ai dit avant, tu vois. Je vois la vie autrement. Je me dis que, tu vois, quand on nous a annoncé son premier cancer, je te dis, quand je parle de fracture, c'est vraiment une fracture qu'il y a eu dans ma tête et dans le sens où on te dit que ça peut s'arrêter. Mais là, t'en prends conscience. Ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter et ça va être violent. Ça va être très, très, très violent. Et du coup, les conséquences, c'est que, t'avances encore plus. Moi, personnellement, j'ai encore plus envie d'avoir de projets. Je veux pas perdre une miette de notre vie. Tu vois, hier, on a passé la journée à l'hôpital, mais tout de suite, on s'est dit, oh, ça fait longtemps que c'est pas fait un petit gastro, viens, on va manger. Ah oui, t'as raison, viens, on y va, on profite. Tu vois, tout de suite, c'est ça. C'est, on profite parce que, demain, je sais pas, moi, ce qui va se passer demain. Et du coup, c'est vraiment continuer à avancer. Et moi, ça m'a donné encore plus d'énergie pour me battre et ça m'a encore plus réconfortée sur le fait de continuer à être bienveillante, et de continuer à avoir les valeurs humaines que j'ai et à les transposer aux autres pour leur permettre en fait s'ils vivent des situations difficiles, de leur apporter un petit peu de douceur dans leur vie. Et toi, Fred? Moi, c'est un petit peu comme
Tatiana. Enfin, moi, j'étais beaucoup, j'ai passé beaucoup de mon temps à combattre la maladie, à combattre les douleurs, à combattre la fatigue, à beaucoup me reposer pour pouvoir justement lutter contre la maladie et pouvoir être le plus en forme possible. Et j'ai perdu le fil de la question. Et du coup, qu'est-ce qui a changé en toi de vivre cette épreuve-là et même en vous deux? Par rapport à nous deux, ça nous a soudés, hein, c'est sûr, hein, parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte vraiment que la personne, quand elle s'est mariée avec toi, elle a pas déconné, quoi. Hein, elle respecte bien le contrat, quoi. Hein. Alors moi, qui était déjà assez dur, ça m'a encore beaucoup plus endurci encore cette maladie, parce que déjà que je me plaignais pas beaucoup avant, mais maintenant, je pense que ça, je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Mais bon. Ouais. Par rapport à mes enfants, par rapport à ma femme, je me rends beaucoup plus compte de la chance encore que j'ai, même si je le savais déjà, mais de la chance que j'ai et que tous ces temps qu'on me rajoute en me soignant, c'est des temps que je passe avec mes enfants, et c'est ça qui est important pour moi, c'est de récupérer du temps en fait. Et les projets, c'est aussi quelque chose qui t'anime? De toute façon, là, concernant les projets, je fais confiance à Tatiana. Elle va faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Elle a plein d'idées par rapport à ça. Et moi, de toute façon, l'essentiel, c'est que je sois avec elle et puis qu'on puisse profiter du maximum de temps ensemble. C'est quelque chose auquel je pensais déjà avant. Parce que la maladie, on la connaissait autour de nous aussi. Et on savait qu'il fallait qu'on profite de la vie. Mais c'est vrai que là maintenant, on en profite beaucoup plus parce que on sait que c'est des temps très très limités et que on n'a pas de temps à perdre à se déchirer ou à être en conflit et c'est ça qui était on va dire ce que j'ai appris de la maladie, c'est que tout ce qui nous définit dans notre vie, c'est le temps en fait. Si je devais connaître la date exacte à laquelle je devais décéder, je voudrais juste mourir à côté d'elle, quoi, auprès d'elle, et pas à l'hôpital tout seul, quoi. Voilà. Après, tu vois, ça fait partie des discussions qu'on a eues. C'est vrai que tu vois, ça te demande de penser à des choses qui sont difficiles, mais il existe, tu sais, l'HAD, donc c'est de l'hospitalisation à domicile, des fins de vie à domicile, donc on en a déjà discuté. Et si ça va pas, on a fait le choix que ça se passe chez nous, tu vois, entre nous. Mais tu vois, tout ça, c'est des questions qui sont difficiles. Ouais. C'est des choses à penser qui sont difficiles, très difficiles. Oui, parce qu'on pense aussi aux enfants. Est-ce que ça va pas être un traumatisme pour elles non plus? C'est ça Parce qu'il y a ses envies, mais il y a aussi les enfants. Oui. Moi, je suis capable de supporter. Après, je dis là que je suis capable de supporter, mais est-ce qu'en réalité, je supporterai? Je sais pas. Je pense quand même. Mais après, il y a aussi les enfants. Est-ce qu'elles seront capables de supporter, de voir leur papa mourir à la maison? Je sais pas. Dans tous les cas, on fera au mieux, tu vois. En tout cas, c'est des discussions que vous avez et et que vous pouvez avoir, et c'est l'essentiel, en fait, que vous puissiez en parler. On en parle beaucoup avec les enfants. Alors maintenant, un peu moins, mais les enfants ont eu beaucoup de questions aussi. Et donc, du coup, il a fallu donner des réponses où il a fallu, on va dire, avoir le cœur accroché, quoi, parce que c'est toujours des discussions très compliquées et qui, émotionnellement, sont dures. Mais toi, t'as pas vécu les discussions finalement. Oui, c'est moi du coup, parce que c'est moi qui ai dû gérer parce qu'il était hospitalisé en urgence et que dans le regard de mes filles, je peux pas leur mentir. Moi, je suis pour la communication. Le but, c'est pas protéger ses enfants, dire je te dis pas parce que j'ai fait ça pour te protéger. Je trouve que c'est une très grosse erreur. En tout cas, c'est ma façon de penser. Je pense que c'est important d'amener des discussions et d'être sincère avec les enfants. Et tu vois, les enfants se sont projetés aussi. Elles m'ont dit, une des questions qu'elles m'ont toutes les deux dit assez rapidement dans la conversation, c'est je te préviens, si papa il meurt, on veut pas de beau-père. Tu vois, tout de suite. C'est dur, ces questions. C'est violent, c'est hyper violent. Et je leur ai expliqué que je comprenais, mais que là, c'était pas du tout, on était loin de tout ça. Et après, du coup, moi, j'ai expliqué à mon mari
la discussion que j'avais eue avec les filles et puis ce qu'elle m'avait dit. Et plus tard, on a repris ces discussions. Tous les 4, plus posés, où ça allait un peu mieux. Son état s'était stabilisé, donc on pouvait entamer une discussion aussi là-dessus. Et tu vois, on reprend régulièrement avec les enfants. Et on a repris la discussion et Fred, il leur a expliqué, il leur a dit c'est pas sûr que maman, elle rencontre quelqu'un, mais c'est pas sûr que ça n'arrive pas non plus. Et puis, maman, elle est jeune et elle a 37 ans. Vous allez partir de la maison, maman, elle sera toute seule. Est-ce que vous pensez que c'est bien aussi que maman soit toute seule? Et il a dit aux enfants, j'ai trouvé que c'était beau. Après, je suis pas d'accord. J'ai pas envie d'entendre ça parce que ça veut dire qu'il serait plus là. Tu peux pas en entendre parler, bien sûr. Mais il a dit aux enfants, moi, j'autorise maman à refaire sa vie. Ouais, je vais pas l'autoriser, mais... C'est ce que tu m'as dit. Et c'est en ça que... Mais j'ai demandé aux enfants d'être compréhensibles et puis d'aider maman, justement, à refaire sa vie. Donc, Mais tu vois, c'est en ça qu'on est fort parce qu'on est capable d'avoir ce genre de discussion. Entre vous, déjà, ce qui doit pas être facile. Et avec les enfants, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette force. Et c'est en ça qu'on est fort. Et au moins, tu vois, il n'y a pas de... C'est quoi la différence de vivre... Enfin, des fois, on te dit, tu préfères avoir des regrets ou des remords. Nous, en fait, je crois qu'on n'en aura pas beaucoup. Parce qu'on se sera déjà tout dit. Bien sûr. Et ce que je ressens aussi, c'est que, Fred, toi qui en plus, a priori, ne parlait pas beaucoup au début de votre rencontre, tu as quand même beaucoup initié ce type de discussion et avec Tatiana, avec vos filles et préparé aussi le pire qui puisse arriver. Et enfin, je trouve ça assez fort, en fait. Pardon, cette posture de faire ça parce que c'est pas... après moi le déluge, c'est plutôt après moi et voilà, la vie continue et tu auras posé des pierres pour que ça. Et c'est ce que j'avais déjà dit à Tatiana dès le départ quand j'ai appris que j'avais un cancer. J'ai dit à Tatiana, maintenant on se reprend et c'est les enfants en priorité quoi. Moi je leur ai dit, moi je m'occupe de ma maladie, de gérer la douleur, tout ça et il y a pas de souci. J'ai dit toi de ton côté tu gères les enfants. Voilà, c'est les enfants la priorité. Ta priorité c'était aussi Tatiana parce que j'imagine que Tatiana en plus elle s'occupe des enfants, toi aussi. Oui. De toute façon le bien-être de Tatiana était essentiel pour le bien-être de mes enfants aussi. Donc après j'avais aussi un moyen de décharge. Oui, vous avez trouvé des relais extérieurs. Moi je voyais quelqu'un toutes les semaines pour discuter et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est important d'accepter de se faire aider parce que il y a des choses, tu vois, la maladie, ça touche aussi l'intimité et il y a des choses, comme je te parlais des rapports au corps tout à l'heure qui changeaient. C'est des choses que je lui ai pas dit tout de suite parce que, tu vois, j'aurais pu lui faire de la peine parce qu'il y peut rien s'il est malade, il y peut rien si son corps il change. Mais moi, je le vivais vraiment mal. Alors que c'est pas une histoire d'être d'aimer les beaux physiques et tout ça. Ça va au-delà de tout ça. C'est pas ça. C'était vraiment voir mon mari changer, devenir aussi vulnérable et à quel point la maladie peut attaquer ton corps. Et c'était ma pensée. C'était une douleur, mais je pouvais pas lui dire. Au début, je lui ai pas dit tout de suite, mais je pouvais en parler à côté, tu vois. Et ça me permettait de décharger aussi. C'est pour ça que les aidants doivent absolument se faire accompagner, doivent absolument être aidés au quotidien, parce qu'on peut pas tout garder pour nous, c'est pas possible. C'est trop difficile. Si vous avez un message à faire passer aux couples qui vivraient la même chose que vous, quelle que soit la maladie, le handicap, l'épreuve, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Que je leur souhaite d'avoir une femme comme la mienne. Et puis de se battre et puis d'essayer de s'entourer du maximum de personnes. Parce que le moral il est important dans cette maladie et que on a beau avoir un gros mental, si à un moment donné on est seul, ce mental va se transformer en quelque chose de désastreux et voilà. Et la vie elle est belle, faut se battre pour que... Même dans la maladie, la vie elle est belle. Elle est belle parce que tu te découvres, tu vois, tu grandis encore. C'est important. Et qu'il faut se battre pour continuer à vivre, voir tes enfants grandir, avoir des petits-enfants, et puis voilà quoi. Moi, je leur souhaiterais surtout de pas se mettre la pression, de se fixer des objectifs qui sont atteignables, de se faire aider.
accompagner. Comme il l'a dit, de s'entourer, c'est important. C'est important que tout le monde soit entouré. Et il y a des gens qui traversent la maladie, moi je le vois à l'hôpital, et ils la traversent seuls, et franchement c'est difficile. Et je leur dirais aussi de continuer à communiquer, à s'entraider, à être bienveillant, à accepter. Le terme accepter est important, à accepter les choses. Et ça sera difficile, ça sera très très difficile. Mais si on en parle, si on accepte, on a déjà fait le plus gros du chemin. Ouais, je dirais ça, accepter surtout. On ressent beaucoup d'amour et quand vous regardez, c'est très touchant parce que vous êtes très amoureux, ça se sent. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à toi. Merci beaucoup, vraiment. Merci à Fred et Tatiana pour leur témoignage bouleversant. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre et c'est la journée nationale des aidants. Alors c'est l'occasion de penser et de soutenir ces 11 millions de personnes qui chaque jour accompagnent un conjoint, un enfant, un parent malade ou en situation de handicap. Vous pouvez retrouver Tatiana et Fred sur Instagram, sur leur compte Nos Aventures au quotidien et Un espoir pour Fred. Je vous mets les liens en description. J'espère que cet épisode résonnera en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des proches que cela pourrait aider ou toucher. À bientôt pour un nouvel épisode.